Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous allons parler des incendies en Californie. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est très intéressant de voir que pour la première fois, c'est documenté, eh bien un Canadair a tapé un drone civil lors de son intervention. Ou plutôt, un drone qui n'avait absolument rien à faire là, était sur le chemin du largage d'un Canadair qui était fourni par le Québec. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous expliquer un tout petit peu d'un point de vue aéronautique les choses à savoir quand vous allez voir les images de ces incendies extrêmement impressionnants dans le comté de Los Angeles, de manière à vous permettre de vous faire une meilleure compréhension de ce que font les avions, quels types d'aéronefs sont utilisés, pourquoi de jour, pourquoi de nuit, qu'est-ce qui est largué par ces aéronefs, bref, vous permettre de mieux comprendre ce que vous allez voir passer aux informations. Et on fait ça juste après le jingle. Posons un tout petit peu de contexte météorologique. Le Pacifique est énorme. Il y a forcément des grands mouvements d'un point de vue météorologique. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la météo du Pacifique, mais je veux quand même préciser 2-3 points. Il y a le jet stream, et d'ailleurs le jet stream le plus puissant au monde se trouve au-dessus du Japon. Et comment est-ce que les Américains s'en sont rendus compte quand ils ont voulu, lors de la Seconde Guerre mondiale, envoyer des B-29 bombarder à haute altitude le Japon et que les pilotes volaient pendant des heures mais n'avançaient pas vraiment. Il y a même eu des pilotes qui ont été embêtés au débriefing parce que leur état-major pensait qu'ils avaient volontairement pas atteint la destination, alors qu'en fait, ils avaient juste du vent de face de plusieurs centaines de nœuds. Les Japonais l'avaient bien compris et d'ailleurs ont attaqué le territoire américain avec des ballons à cette époque-là, en faisant décoller des ballons, poussés par le vent. Ils sont tombés sur le territoire américain, ce qui a d'ailleurs coûté la vie à une jeune américaine. Bref. Pourquoi je vous parle du jet stream? Eh bien parce qu'avec certains phénomènes météo qu'on a connus cette année, la Californie n'a pas eu les précipitations qu'elle a historiquement. Ou plutôt la Californie du Sud. Regardez cette carte, vous voyez que la partie sud de la Californie n'a eu que 1 à par moment 20% de la précipitation standard qu'elle est censée recevoir tous les ans. Alors que dans le nord, vous avez eu plus 100 à plus 300% par endroit de précipitations. Alors qu'en 2024, la saison des feux a été très calme en Californie, on se retrouve tout de même à rentrer dans l'hiver avec une végétation qui est très sèche. Et que se passe-t-il en Californie l'hiver? Généralement, vous avez des hautes pressions qui viennent s'installer dans le nord de la Californie et vous avez des basses pressions qui peuvent s'installer du côté du Nouveau-Mexique, du côté du Texas. Et ce différentiel, ces mouvements très macro de masse d'air vont créer le fameux vent Santa Ana, dont vous avez sûrement entendu parler aux informations. Alors c'est un vent qui va faire 100 à 130 km/h, ça dépend, mais qui va être très sec. Et pour faire simple, la masse d'air va descendre, accélérer sur le relief de la Californie, et vous allez vous retrouver avec un vent sec, avec de forts kilométrages, le tout qui est offshore, donc qui va pousser vers la mer, et on se retrouve dans des conditions qui peuvent être critiques pour la lutte contre l'incendie. Les Californiens sont habitués aux incendies et ils ont donc tout un système en place avec notamment des caméras de surveillance absolument partout. Alors juste pour rappel, la Californie, ça fait en gros la taille de la France, 1200 km de long, et vous avez, regardez sur cette carte, un réseau de caméras qui est absolument partout et qui leur permet de détecter les départs d'incendie. Leur objectif derrière, c'est d'utiliser des bases rapprochées avec des OV8 Bronco qui décollent, qui vont observer et qui après vont guider des trackers qui sont équipés de produits retardants pour venir contenir l'incendie, que les troupes au sol puissent après venir éteindre l'incendie. Donc c'est vraiment comme ça que les Californiens fonctionnent.
1, on détecte le départ d'incendie. 2, on fait décoller la chasse, si vous voulez, avec l'avion observateur, OV8 Bronco, avec à son bord l'équivalent de ce qu'on a dans l'armée, les Airborne FAC, qui va observer, qui va guider les frappes. Et derrière, vous allez avoir les trackers, plein de retardants, ce fameux produit rouge qui vont arriver et qui vont venir contenir la progression du feu. En contenant et en retardant ce feu, les personnes au sol, les pompiers au sol vont pouvoir normalement l'éteindre. C'est ça la philosophie aux États-Unis. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, si ça ne suffit pas, ils vont envoyer des hélicoptères, ils ont des Chinook, des Black Hawk, pour venir faire de l'appui très localisé avec de l'eau sur la zone. Vous avez également des gros largueurs, notamment des C-130 qui sont en train d'être déployés dans la zone, mais vous avez également un 737 qui peuvent arriver et qui là vont pouvoir faire du largage beaucoup plus puissant avec du produit. De manière à s'assurer que vous comprenez bien le concept, quand vous larguez sur un incendie, il y a différents états finaux recherchés, il y a différents objectifs que vous pouvez chercher à atteindre, soit contenir le feu, donc passer non pas sur les flammes, mais à côté pour larguer du retardant, ce produit rouge, et limiter la progression du feu, soit attaquer le feu directement, c'est par exemple ce que font les Canadair, les CL415, par exemple prêtés par le Québec que l'on voit actuellement et dont un a percuté un drone. Et là, l'idée c'est quoi? C'est vous prenez de l'eau, vous amenez l'eau directement sur le feu et votre objectif à ce moment-là va être bien d'essayer d'attaquer directement le feu avec comme contrainte le vent. Les incendies ont tendance à générer du vent ou à se développer quand il y a du vent. Pensez au Mistral dans le sud de la France. Et plus il va y avoir de vent, plus vous risquez une dispersion de votre largage. Donc il vous faut des aéronefs qui arrivent à larguer de manière condensée leur masse d'eau dans un minimum de temps sur la zone la plus courte possible. Comme ça, vous avez une concentration de l'effet. Et on parle d'effet de souffle également qui peut tout simplement souffler l'incendie. Donc ce n'est pas que l'eau, c'est également le souffle qui est important et fonction de l'objectif que vous visez, vous allez soit taper autour de l'incendie pour limiter sa progression, la ralentir, soit directement dessus avec de l'eau pour essayer de le souffler, / de l'éteindre comme un pompier classique au sol. Dès qu'un incendie a lieu, il y a forcément des procédures et il est interdit d'approcher avec un avion. Vous avez tout de suite une interdiction de vous rapprocher. Aux États-Unis, ils ont une procédure qu'ils appellent le FTA, le Fire Traffic Area. Vous avez une zone autour de l'incendie. Et là, tout le monde se pousse. Quand vous arrivez sur zone, à 12 nautiques, vous devez contacter le contrôleur de la zone. En fait, c'est calqué sur le concept des aérodromes, où vous avez une tour de contrôle, vous avez ce qu'on appelle une CTR, et plus vous vous rapprochez, plus vous devez contacter des personnes et être autorisé. Donc à 12 nautiques, vous n'approchez pas sans avoir fait un message radio. À 7 nautiques, vous ne rentrez pas, en gros, à moins de 15 km du feu, sans être autorisé. Et après, vous pourrez rentrer dans ce qu'on appelle la Noria, dans le circuit de largage. Vous allez avoir le Bronco qui va être environ 1000 pieds au-dessus du circuit de largage qui va guider et donner des consignes. Et en dessous, vous avez les pilotes qui font leur largage. Point important, si ce sont des Canadair et qu'ils peuvent aller écoper sur un lac à côté, ils vont faire un maximum d'allers-retours et leur objectif, ça va être de maintenir une permanence de largage sur le feu. Si ce sont des trackers 737, C130, on est avec du retardant et là on ne peut pas aller au lac d'à côté et refaire le plein. On revient à une base où on va pouvoir être rechargé moteur tournant en retardant et on repart. Donc on est sur des Noria qui prennent beaucoup plus de temps en fonction de votre distance de la base. Petit point à noter, en Californie, vous aviez donc Cal Fire et tous les 5 ans ils font un appel d'offres et c'est donc une compagnie privée qui vient gérer la flotte, qui vient maintenir la flotte et vous avez un syndicat de pilotes qui sont mis à disposition de cette entreprise privée qui est en contrat avec Cal Fire. Donc c'est fait à l'américaine avec des contrats. Leurs moyens aériens sont répartis un petit peu partout en Californie. Cal Fire a par exemple 23 trackers, 14 Bronco, ils ont également 2 Beech, une centaine de pilotes et là ils sont en train de réceptionner des C130 qui doivent à terme remplacer, si j'ai bien compris, les trackers. Pour la petite histoire, le tracker c'est monopilote, on en avait en France mais ça a arrêté, et le C130 par contre vous allez avoir 3 membres d'équipage, pilote, copilote et un mécanicien navigant. Comme vous pouvez voir sur ces images extrêmement impressionnantes, la problématique qu'ont eu les pompiers du ciel sur ces incendies, c'est le vent. Et quand il y a trop de vent, votre impact n'est plus vraiment présent. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir, il y a tellement de vent que, c'est très dangereux pour les pilotes. Vous voyez qu'ils se font énormément secouer et qu'il y a énormément de dérives. Et au moment du largage, la concentration et l'effet de souffle dont on parlait tout à l'heure, est complètement gêné. Il y a une dispersion et au final, vous mettez vos avions en l'air, vous faites prendre des risques
pour un impact qui n'est pas du tout en adéquation avec les risques que vous encourez. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé jeudi dernier. Après la collision avec le drone, il a été décidé, au vu des vents, de clouer les renforts aériens au sol en attendant des conditions plus favorables. À noter quand même, grosse différence avec la France. Aux États-Unis, ils font de l'attaque de feu la nuit. Donc c'est pour ça que vous allez voir des images, notamment d'hélicoptères qui attaquent les feux la nuit. Cela ne se fait pas en France. Ce n'est pas sans danger, mais c'est des procédures différentes. Dans tous les cas, combattre un incendie, c'est extrêmement compliqué. Vous allez devoir rentrer dans le relief, vous allez devoir piloter dans des conditions de turbulence extrêmes. Il faut faire extrêmement attention. Ce sont des pilotes très expérimentés, à temps plein, pilotes de feu, qui prennent des risques pour sauver la population et les infrastructures au sol. Nous avons la chance en France d'avoir la sécurité civile qui veille dans le sud-est, mais également dans le sud-ouest. Et quand vous allez voir les images de ces incendies et que vous voyez de l'appui aérien, j'espère que maintenant vous comprendrez un petit peu mieux quel type d'aéronef fait quoi. Pour résumer, vous envoyez de l'eau directement sur le feu, ou alors vous envoyez du retardant à côté. Il existe également des variantes mousse, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un avion qui fait du retardant, il doit revenir se poser à une base, on refait le plein et ça repart. Là où des avions, plutôt philosophie canadienne, plutôt philosophie française, qui peuvent aller écoper, eux vont essayer de faire une noria et de maintenir une pression constante sur le feu. Deux approches différentes. Les États-Unis ont plutôt fait le choix d'attaquer le feu directement avec des hélicoptères et d'utiliser les avions gros porteurs pour couper la progression du feu avec le retardant. Dans tous les cas, quand l'incendie est hors de contrôle, quand les conditions météorologiques sont trop extrêmes, les moyens atteignent leurs limites. Et ça nous rappelle également toute l'importance de la prévention. Et c'est d'ailleurs un gros sujet à l'heure actuelle dans les médias américains, avec notamment le président Trump qui a demandé et appelé à la démission du gouverneur de Californie. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à creuser également le fait que des nombreuses compagnies d'assurance ont arrêté d'assurer les citoyens de Californie et leurs maisons il y a quelques semaines. Donc ça fait forcément beaucoup parler outre-Atlantique. Allez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Nous ici, on est dans un endroit où il n'y a pas trop de végétation, donc on ne devrait pas trop avoir d'incendie. C'est pas plus mal comme ça. À très vite sur la chaîne. Fly safe.